Frédérica. Je dirais juste un mot, c'est que cette plaidoirie, ce thème, tu as choisi de le soutenir aujourd'hui sur cette tribune parce que tu as assisté, toi, à un début de harcèlement concernant une de tes camarades de classe. À toi. À toi de jouer. On t'écoute. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Cette phrase détruit bien plus qu'on ne le pense, et bien plus courante qu'on ne l'imagine. À travers Internet, notamment les réseaux sociaux, et aussi à cause des nouvelles technologies, une nouvelle forme de harcèlement est née, le cyberharcèlement. Ainsi, un élève sur 10 subit de manière répétée cet acte agressif et intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus. Toutefois, les cibles sont bien plus nombreuses, collégiens, enseignants, lycéens, mais cette agression ne concerne pas seulement la France. Loin de là, elle s'étend au monde entier. Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, et j'en passe. Mesdames et messieurs, sur Internet, chacun est exposé. Il suffit simplement de ne pas correspondre aux normes de la société ou à la mentalité de certains individus. Et nous voilà devenus une cible. Ainsi, Kelly, 14 ans, élève au collège de Beijing dans le Pas-de-Calais, a commencé à être harcelée un soir après les cours sur Facebook. D'un j'aime sans commentaire sur une photo d'une de ses amies, elle va recevoir de celle-ci un je ne t'ai jamais aimé, hein, toi. Cette simple phrase entraîne un amas de discussions, autant publiques que privées, à deux puis à plusieurs. Mais ces individus, voient-ils la torture qu'ils font subir à Kelly? Cette torture, doutons-le, qui s'éternise. Le lendemain, puis le surlendemain, sur des semaines, sur plusieurs mois, sur des années, et qui persiste encore aujourd'hui. Pourtant, chers jurés, Facebook garantit, dans ses conditions d'utilisation, la suppression de, je cite, tout discours incitant à la haine, ce qui comprend tout contenu qui attaque directement des personnes en raison de leur race, leur ethnie, leur origine nationale, leur religion, leur infirmité ou leur état de santé. Du moins, en théorie. Concernant la pratique, les harceleurs demeurent sur le réseau, du fait de la difficulté pour ce dernier de distinguer le commentaire humoristique de ce qui révèle du harcèlement. Derrière l'écran, Kelly subit, et davantage à l'école. En classe de 6e, la collégienne était victime des insultes et des moqueries quotidiennes de certains de ses camarades sur les réseaux sociaux, au point de la plonger dans une longue dépression et de provoquer son hospitalisation. Depuis, pour elle, chaque semaine de vacances est une respiration. Chaque reprise, une angoisse. Elle se scarifiait même la peau. Une autre fois, elle est prise à partie dans les toilettes de son collège et subit les coups de plusieurs de ses camarades. S'ensuivit une autre hospitalisation pour faire constater ses blessures. Car n'oublions pas, le ressenti sur le plan psychologique, émotionnel et social du cyberharcèlement peut laisser des traces aux victimes pour toute la vie. Kelly se confie enfin à ses parents. Ces derniers se sont vite sentis démunis face à l'ampleur de la situation puisqu'ils n'ont d'une part aucun moyen de contrôler les modes de communication des harceleurs et d'autre part face à l'absence de réaction du collège. Désarmés et inquiets, ils passent à l'étape supérieure, la plainte. Celle-ci mène à une procédure judiciaire qui, elle, n'aboutit à rien, ou presque. Sa copine du « je ne t'ai jamais aimé toi » a été obligée d'être suivie. Or, le code pénal, écoutez bien, stipule que le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Mais tout cela a eu pour conséquence de réduire Kelly au statut de rapporteuse. Mais
Vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, qu'en pensez-vous? À qui réellement la faute? À l'établissement? À Facebook? À sa copine? Aux suiveurs? Aux spectateurs? Ou à qui? La victime qui dit a longtemps douté de son innocence. Et faute de pouvoir résoudre le problème toute seule, elle s'est d'abord repliée sur elle-même. Ses nuits se sont écourtées. Le goût pour l'école a disparu. Puis sont venus les malaises et les crises d'épilepsie liées au harcèlement. Ensuite, le collège a considéré que si les faits ont lieu en dehors de l'établissement, sur les réseaux sociaux, donc cela dépasse leur champ de compétences. Facebook fait dans ces cas-là de même. En effet, les menaces ont lieu sur leur réseau, dans le prolongement de l'école. Donc, ni Facebook ni l'établissement ne sont pénalement responsables. C'est là le paradoxe de la situation. Le numérique ne laisse pas de répit aux harcelés, car il intervient sans limite de temps, mais ne crée pas la matérialité nécessaire qui pourrait faire office de preuve crédible à l'opposé des captures d'étrangers aisément falsifiables. La famille reste alors envoyée à l'Académie de Lille pour la faire changer d'établissement, mais essuie un refus. Pour la personne en charge du dossier, les faits exposés ne relèvent pas d'une situation de harcèlement, malgré les lettres des médecins. Cependant, le cas de Kéline n'est d'une part pas spécifique à la France. Les garçons sont aussi concernés, et même les individus plus âgés. Et d'autre part, les autres pays sont aussi concernés. En Australie, par exemple, 14% des élèves entre 13 et 14 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. 22% en Grande-Bretagne pour la même tranche d'âge. Un élève sur 3 aux Pays-Bas. 4 filles sur 10 ont déjà été touchées par ce phénomène à ampleur internationale. Et environ un quart des garçons. Ceux-ci sont plus souvent auteurs de cet acte négatif. Le cyberharcèlement n'est pas un phénomène marginal, mais que font les décideurs politiques qui doivent prendre conscience que de nos jours, un nombre considérable de jeunes se fait harceler par voie électronique. Certes, les textes des droits de l'homme existent. Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence relative aux droits humains sur Internet. Les droits en jeu dans ces affaires concernent notamment le droit au respect à la vie privée et familiale, selon l'article 8 du Code civil, et à la liberté d'expression, l'article 10. La Convention européenne des droits de l'homme sur la cybercriminalité vise à rendre les enquêtes pénales plus efficaces portant sur ces infractions. Mais que manque-t-il alors pour une action efficace? Une approche préventive serait donc une solution salutaire pour le problème du harcèlement. En France, de nombreuses campagnes sont menées par des associations dans les écoles et sur Internet en créant des services en ligne permettant aux victimes du cyberharcèlement de se confier et d'exprimer leurs ressentis. La ligne téléphonique Net Écoute a mis en place un service spécial permettant aux victimes d'appeler en se confiant et d'étudier leur cas, comme l'association e-Enfance. Un autre exemple, celui de Rose Carpet, un collectif de youtubeurs qui a récemment mis en ligne une vidéo sensibilisante sur le sujet. Les réseaux sociaux ont également instauré des mesures telles que la sécurité renforcée des comptes utilisateurs, le service de réclamation, la possibilité de suppression de contenu et même de comptes. Ces mesures sont efficaces puisqu'elles créent un sentiment de dissuasion chez le cyberharceleur. Il suffit qu'une personne réagisse et l'histoire d'une victime peut changer. Gandhi a dit, je cite, « Soyez le changement que vous voulez pour le monde. » Alors, citoyens du monde, et vous qui m'écoutez, devenons acteurs et arrêtons d'être spectateurs de cette situation. Je vous remercie.